Écoutez, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir sur Cial Paris. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de visiter le salon, mais c'est vraiment le plus grand salon au monde de l'agroalimentaire. On a cette année près de 7000 exposants. Donc c'est 10 halls entiers, c'est 270 000 mètres carrés d'exposition. Et si on veut essayer de comprendre ce que ça veut dire en termes de taille, c'est une centaine de supermarchés mis côte à côte. C'est 450 000 produits qui sont présentés et c'est quasiment 10% de l'innovation alimentaire présentée sur ce salon. Donc vraiment une édition extrêmement riche. Pour vous donner quelques indications aussi, la part française en termes d'exposants est de l'ordre de 14%, ce qui veut dire qu'on a 86% d'internationaux, donc c'est vraiment une dimension absolument mondiale. On a 104 pays qui exposent. Et sur la partie visiteurs, on va voir les derniers chiffres dans quelques heures, mais en gros, on a déjà une très bonne nouvelle de très bons chiffres sur cette édition qui, en cette période un peu compliquée, éventuellement, est évidemment un peu un challenge. Donc on est vraiment rassuré et très content d'avoir réussi à réunir ici à Paris toute cette filière agroalimentaire qui vient du monde entier. Donc en termes de visiteurs, c'est à peu près un tiers de Français et 70% d'internationaux. Donc de nouveau, un vrai challenge pour faire venir tous ces visiteurs du monde entier. Donc le salon a été un grand succès. On a toujours accompagné Okavango dans cette initiative. Donc on est présent. L'alimentation durable de manière générale est un vrai sujet qui prend de plus en plus de place et qui préoccupe les consommateurs de plus en plus. Aujourd'hui, les consommateurs sont en recherche de plaisir, ça c'est pas nouveau, plaisir, convivialité, goût, mais ils sont de plus en plus préoccupés par de la transparence, par de la santé et par du respect de l'environnement de manière générale. Donc cette pression consommateur, elle s'installe de plus en plus sur les entreprises et donc c'est très très bien de prendre les devants et d'accompagner à travers des démarches et à travers des concours comme celui-ci. Donc merci à tous, félicitations par avance aux gagnants et puis je vous souhaite une belle visite. Merci. Voilà, bonjour à tous. Et en tant que président de l'Institut Okavango, je voulais très simplement vous dire combien j'apprécie que la remise des trophées soit faite dans le cadre du CIAL, puisque vous savez que l'Institut Okavango concentre, disons, son message, son activité prioritairement sur l'industrie agroalimentaire. Bien entendu sur d'autres secteurs, mais l'historique s'est fait avec l'industrie agroalimentaire et notamment les études de maturité se font vers cette industrie agroalimentaire. En tant qu'ancien président de Rocket, passionné de développement durable, vous pouvez comprendre que j'ai trouvé beaucoup de sens à effectivement présider l'Institut Okavango et bien passer les messages de l'Institut, à savoir qu'effectivement, la recherche de la performance énergétique, c'est sans fin, puisqu'effectivement, la technologie va extrêmement vite, la réglementation aussi. Donc, il faut vraiment que les chefs d'entreprise aient une bonne maturité pour comprendre que s'ils sont proactifs, ils vont trouver des pépites d'amélioration dans leurs procédés et ceci est sans fin. Quand même, j'insisterai bien sur le fait qu'il faut être très pragmatique parce que j'aime bien dire on peut se ruiner avec le développement durable, c'est-à-dire qu'il faut absolument trier les actions qui peuvent être faites et bien entendu, c'est du bon sens, classer celles qui ont une rentabilité forte et attendre que la réglementation ou la technologie permettent de faire derrière, disons, ce qui arrivera, puisqu'effectivement la technologie va très vite et la réglementation vient également compléter, mais il est de bon sens de bien choisir dans sa proactivité les actions qui portent le maximum de fruits pour bien entendu financer les autres. Et je suis convaincu que cette action en efficacité énergétique, c'est un peu comme le lièvre et la tortue. L'entrepreneur, si on prend deux entrepreneurs, l'un qui est mature, qui saisit toutes les opportunités rentables, et l'autre qui s'en soucie peu, 10 ans après, on a deux entreprises totalement différentes. Je viens du Nord-Pas-de-Calais, on cite très souvent l'entreprise Pocheco, qui pourtant fait de simples enveloppes, et elle a réussi à prendre toutes les opportunités, et aujourd'hui elle a une image de marque remarquable et des performances remarquables. Donc
voilà, en tant que président de l'Institut, très heureux de participer à cette remise de trophée, à mettre en valeur des entrepreneurs qui montrent l'exemple de façon à ce que tout le secteur agroalimentaire français soit en avance et fasse de bons produits. On sait qu'en France, nos produits agroalimentaires sont dans l'excellence, mais également avec une empreinte environnementale, disons, qui soit également dans l'excellence. Donc, bravo, je terminerai par ça, à tous ceux qui ont concouru pour ces trophées, parce que je crois qu'il y a un effet d'entraînement pour toute l'équipe et, disons, on se rend compte que quand on a commencé à motiver une équipe dans le sens de l'amélioration, notamment en efficacité énergétique, disons, c'est une motivation qui perdure dans le temps puisque les opportunités n'arrêtent pas de venir avec les évolutions technologiques et la réglementation. Voilà. Donc bravo à tous ceux qui ont concouru et je passe donc le micro. Voilà. Pardon. Oui, pardon. Monsieur Lermite, qui est délégué aux entreprises agroalimentaires. Je crois que vous dites entreprises agroalimentaires, auprès du monsieur le ministre de l'Agriculture. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi d'être avec vous pour cette occasion et ce prix pour représenter le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. La performance énergétique et plus globalement la performance environnementale de toutes les entreprises du secteur agroalimentaire est un sujet qui nous tient à cœur. J'en veux ne serait-ce que pour preuve le nom de la direction économique du ministère, qui est la Direction générale de la performance économique environnementale des entreprises, et avec derrière ce nom une conviction forte dans la manière d'accompagner le développement de ce secteur économique, qui est de ne pas opposer performance environnementale, performance énergétique, réduction d'émissions, réduction de consommation d'eau, de consommation d'énergie, et résultats économiques et développement et croissance de l'activité économique. Et derrière ça, à la fois les tendances qui nous seront présentées tout à l'heure est importante pour illustrer la dynamique qu'il y a sur ce secteur-ci, qui est d'ailleurs, comme ça l'a été dit précédemment, un sujet certes en termes de performance économique pour vos entreprises, mais aussi qui est tiré par le marché, par les attentes consommateurs sur les différents segments de marché sur lesquels vous êtes. Et ensuite, c'est aussi un sujet sur lequel la preuve par l'exemple et l'illustration des initiatives des voisins, il n'y a rien de tel que pour susciter aussi de l'évolution et tirer par le haut l'ensemble des entreprises de toute taille sur ce secteur agroalimentaire pour lequel c'est effectivement un sujet majeur. Voilà, donc par avance, toutes mes félicitations à la fois aux lauréats et puis aux différentes initiatives finalistes. Et je vous souhaite que de pouvoir progresser sur l'ensemble de cette dynamique. Merci. Merci. Bien, messieurs, dames, donc nous allons continuer avec une présentation des résultats de l'enquête 2016 de l'Observatoire de la maturité énergétique de l'agroalimentaire. Donc, comme Marc Roquette l'évoquait tout à l'heure, c'est une des initiatives de l'Institut Okavango depuis maintenant 7 ans. Tous les ans, une équipe de personnes de l'Institut Okavango mène auprès des entreprises de l'agroalimentaire française une enquête qui nous permet de voir comment évolue la maturité énergétique de ces industriels année après année. On couvre à peu près 1000 sites industriels français cette année dans l'enquête. Ça représente plus de 60% de la consommation énergétique française dans l'agroalimentaire. Donc on a une enquête qui est largement représentative et qui est faite à la fois à base d'interviews téléphoniques, de visites sur site et aussi de questionnaires qui ont été remplis sur Internet, mais qui sont une minorité des informations qu'on a récupérées. Alors, que disent les grands enseignements de cette enquête, qui sera d'ailleurs publiée dans les semaines à venir in extenso, et vous pourrez aller sur le site pour télécharger l'enquête en totalité.
Je ne sais pas si on va voir les slides s'afficher, j'aimerais bien. En tout cas, normalement, si j'appuie sur ce bouton, ça marche. Alors, je ne sais pas si je le pointe dans la bonne direction. Ah, voilà, super. Donc, premier enseignement de l'enquête 2016, c'est que le nombre d'entreprises qui ont une démarche structurée est de plus en plus élevé, puisqu'on voit maintenant qu'il y a 22% des entreprises du secteur qui ont une démarche d'amélioration continue, une démarche systématique, une démarche systémique sur la performance énergétique. Ce chiffre-là est en forte évolution par rapport à l'année précédente. Je pense qu'on était aux alentours de 16% l'année précédente, et c'est ce qui tire la moyenne vers le haut. Vous voyez aussi à l'autre bout du spectre que le nombre d'entreprises qui n'ont encore rien fait sur l'efficacité énergétique dans leurs usines est de plus en plus faible. On est aux alentours de 6%. En fait, ce chiffre a rapidement baissé dans les premières années des études qu'on a menées, et puis reste stable maintenant autour de ce 6%. Donc la bonne nouvelle, c'est surtout que la plupart des entreprises sont maintenant engagées, puisque 94% des entreprises sont engagées dans une démarche de performance énergétique, mais 22% le font de manière structurée pour atteindre les meilleurs résultats. Alors si on passe au slide suivant, 22, c'est-à-dire c'est 23, excusez-moi, je dis 22, mais le bon chiffre était 23. Le slide suivant vous fait voir la progression justement depuis 2010, donc sur les 6 dernières années. En orange, la situation en 2010 et en gris, la situation aujourd'hui. Vous voyez que les entreprises ont progressé en moyenne sur tous les axes. Alors j'en profite pour vous expliquer comment cette maturité énergétique est mesurée. En fait, on a utilisé un outil qui s'appelle le l'Energy Index, qui a été développé par Okavango Energy, et qui permet de comparer des entreprises entre elles, même si elles ne sont pas sur les mêmes secteurs d'activité, et de regarder où elles en sont en termes d'action sur les 8 leviers qu'on a identifiés comme étant les 8 leviers de progrès en efficacité énergétique. Quels sont ces 8 leviers? Ils sont classés, si je les suis de haut en bas. Le premier, c'est l'optimisation technique, c'est-à-dire remplacer des équipements par des équipements plus performants, ou ajouter des systèmes sur ces équipements pour les réguler et les rendre plus efficaces. Le deuxième, c'est l'intégration thermique, c'est mieux récupérer la chaleur et le froid disponibles dans l'usine pour le réutiliser plutôt que d'en produire du nouveau. Le troisième, c'est le redesign des besoins, c'est-à-dire comment j'adapte mes besoins à ma consommation pour diminuer ma consommation énergétique, comment je révise mes consignes de température, comment je révise mes temps d'agitation, mes temps de process pour diminuer les consommations. Le quatrième, c'est la conception alternative, c'est vraiment des manières de repenser son process de fabrication pour diminuer les consommations énergétiques. Vous verrez qu'il y a des exemples sur tous ces axes parmi les gagnants et les finalistes des trophées. L'axe suivant, c'est les comportements, c'est-à-dire comment les hommes et les femmes dans les usines, par leurs actions individuelles, peuvent agir sur la consommation énergétique. Et le suivant, c'est l'éco-conduite des installations, c'est comment l'organisation de l'usine, les procédures mises en place permettent d'économiser de l'énergie. Et les deux derniers sont les investissements durables, comment la dimension énergie est intégrée sur chacun des investissements, et comment les achats d'énergie et les stratégies de sourcing en énergie, y compris l'autoproduction et la production d'énergie par l'énergie renouvelable, est prise en compte dans la démarche de l'entreprise. Voilà donc pour ces axes, et donc vous voyez la progression de 38% sur les 6 dernières années. Sur le slide suivant, qui devrait passer tout seul, voilà, super. Vous voyez où en sont les meilleurs comparés à la moyenne du secteur. Donc en gris, le top 10, dont la note moyenne sur 20 est de 15,2, alors que la moyenne du secteur cette année était à 8,9. Ce qu'on veut illustrer par là, c'est que c'est le potentiel d'amélioration, puisque évidemment la vocation de l'Institut, comme le disait Marc tout à l'heure, c'est d'inciter les chefs d'entreprise à agir. Et là, ce qu'on vous fait voir, c'est que si vous êtes capable, chacun, dans chacune de vos usines, d'amener votre entreprise au niveau du top 10, eh bien, on aura gagné une énorme gamme de compétitivité et un impact environnemental très significatif pour toute l'industrie en France. Dernier slide pour illustrer l'écart entre les grandes entreprises et les PME. Depuis le début de ces enquêtes, on voit que les grandes entreprises
un temps d'avance sur les PME dans la démarche de performance énergétique, mais l'écart se resserre année après année. Il a encore baissé de 8 points cette année par rapport à l'année précédente. Donc ça signifie que, et vous le verrez d'ailleurs dans les finalistes de ces trophées, que la performance énergétique, ce n'est pas l'apanage uniquement des grands groupes avec des moyens humains, techniques et financiers élevés, mais ça peut se faire partout, dans toutes les entreprises, y compris dans les plus petites structures, et y compris avec des moyens financiers plus réduits. Voilà pour les slides que je voulais partager avec vous. Je pense qu'il m'en reste un dernier, qui est celui des obstacles qu'il reste à lever pour que les entreprises aillent plus loin dans l'efficacité énergétique. En tout cas, ça, ce sont les obstacles que nous confient les entreprises quand on les interroge. Vous voyez qu'il y a 3 obstacles qui sont à un niveau élevé, 65, 26 et 30%, qui mènent la course. Il y en a 2 qui sont très financiers, c'est les temps de retour et la capacité d'investissement. Et donc on voit bien le gisement de progrès que peut apporter les solutions qui sont en train de se développer dans le tiers investissement, avec de plus en plus d'acteurs maintenant qui sont capables de financer à la place des industriels des solutions d'efficacité énergétique. C'est sûrement une des voies à suivre pour pousser le développement de l'efficacité énergétique en France. Et puis la complexité technique importante, eh bien, c'est une affaire de compétences, mais c'est aussi être capable de trouver les bons partenaires pour lever ces obstacles. Ce que je remarque encore, c'est que la résistance au changement, le manque d'engagement de la direction sont peu considérés comme des obstacles. Pour autant, vous verrez que ceux qui sont parmi les finalistes des trophées y sont parce qu'il y a un fort engagement de la direction et parce qu'ils ont su piloter ce changement. Donc elle n'est pas toujours identifiée comme un obstacle, mais c'est un vrai critère de succès. Voilà pour les grands enseignements de l'Observatoire. Je vous invite après, si vous voulez en savoir plus, à aller chercher le rapport complet sur le site, et puis ou à nous interroger directement pour qu'on vous le transmette. Deux autres choses que je voulais partager avec vous, c'était les candidats finalistes. Mais avant de vous parler des finalistes, je vais demander à Gabriel Krapp, qui est le directeur industriel du groupe Avril et membre du jury, et à Stanislas Delably, qui était le gagnant de l'année dernière, de nous parler de l'expérience de Savencia sur l'efficacité énergétique. Ok. Un deuxième peut-être ? Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'ai le plaisir de poser quelques questions à M. Stanislas Delably, donc directeur de la fromagerie Caprice de Dieu du groupe Savencia. La première question, elle est très évidente. Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette démarche des programmes de performance énergétique chez Caprice de Dieu? D'une manière très classique, et on l'a vu juste avant, au départ, un levier économique. La démarche sur le site est ancienne et on cherchait à faire des économies tout simplement. Et après, on a commencé à rentrer dans une boucle vertueuse de développement durable, de démarche RSE, avec des investissements conséquents comme une chaudière bois, et ensuite la certification ISO 50001, mais avec une quantité d'étapes énorme qui nous a été confirmée et validée l'année dernière avec le trophée. J'imagine que dans une démarche de ce type, en dehors des investissements que vous devez faire et le lancement de la démarche, il y a des freins. Quels ont été les principaux que vous avez dû lever pendant cette période? On l'a vu à l'instant, c'est l'incertitude, c'est les retours sur investissement qui sont parfois longs, mais étonnamment, au bout d'un certain temps, on s'aperçoit qu'ils peuvent être beaucoup plus courts. Et le fait de mettre un peu d'argent au début est parfois compliqué, il y a un engagement qui est nécessaire, mais en fait on s'aperçoit après qu'il y a un retour qui est beaucoup plus rapide qu'on ne le pense en termes d'investissement. Après, un autre élément, c'est la communication et l'implication des équipes. C'est pas simple. En agroalimentaire, on est très orienté qualité, sécurité alimentaire, et quand on leur dit qu'on a un nouveau thème qui est la consommation de l'énergie sur les sites, c'est un sujet en plus. Et en fait, à un moment, ça prend. Ça met du temps, mais à un moment, ça prend. Le trophée nous a permis aussi de communiquer autour de
du succès qu'on avait pu avoir. Et c'est une boucle vertueuse. Très bien. Et j'imagine qu'en dehors des aspects économiques, qu'évidemment ça a porté des fruits, il y a des aspects d'entraînement des équipes et finalement, selon de votre point de vue, quelles sont les bonnes perspectives, les bons résultats qu'a apporté cette démarche? Vous venez de citer celle des économiques, mais il y a sûrement d'autres. Alors, nous, effectivement, sur quelques années, en 5 ans, on a diminué de près de 25% notre consommation d'électricité, 12% de notre consommation d'électricité. Cette année, on a intégré un nouveau bâtiment et on l'a intégré sans aucune augmentation du coût énergétique. Donc, mais tout ça, c'est parce qu'il y avait un fonds, il y avait une démarche préalable. Donc il y a un retour, puis il y a une implication, et puis on voit que maintenant les gens, même à leur petit niveau, ils vont faire attention à la fuite d'air, à l'interrupteur, au chauffage dans un bureau. Ça se fait assez naturellement maintenant, ce qui est plutôt positif. On voit un très bon exemple donc des résultats de la performance énergétique, autant dans les résultats économiques que les résultats sociaux ou d'engagement de tout le personnel autour de la démarche. Quelles sont vos prochaines étapes? Vous continuez ça? C'est une amélioration continue, j'imagine? Oui, on est maintenant dans un processus complètement intégré, où toutes les actions pour 2017 sont... On est ISO 50001, donc on a aussi une démarche très planifiée, des revues de direction, une démarche qui est construite. Et donc on est dans un plan à long terme aussi pour la démarche énergétique, qui s'inscrit aussi dans le cadre de notre développement durable, qui est partie intégrante de la marque Caprice des Dieux maintenant. Parfait. Un très bon exemple de tous les atouts qui apportent la performance énergétique. Merci, M. Delaby. Merci bien. Merci Gabriel. C'est bon, j'ai un micro. Ouais. Donc vous avez vu que Stanislas Delably et Savencia sont maintenant avec toutes les voiles dehors et ils avancent. On va voir qui sera le gagnant de cette année, puisque je vais vous présenter les 5 finalistes. Les 5 finalistes de l'année 2016. Rapidement, ils sont, j'aimerais bien voir le slide aussi, ils sont un mix intéressant, comme d'ailleurs la plupart depuis plusieurs années que les trophées existent. On a souvent des finalistes de différentes catégories, à la fois des entreprises et des coopératives, à la fois des grandes et des PME. Donc cette année n'a pas manqué à la tradition. Le premier dont je voulais vous parler, c'est la Compagnie française des grands vins, donc une société de 110 personnes, donc une PME, avec une facture énergétique de 370 000 €. Donc on est sur une facture énergétique de taille raisonnable. On a des sites industriels dans l'agroalimentaire qui ont plusieurs millions d'euros de factures énergétiques, et Marc Roquette, chez Roquette, sait que ça peut chiffrer même en dizaines de millions d'euros. Qu'est-ce qu'on a aimé pour les retenir dans le groupe de 5 des finalistes? C'est ce que vous verrez d'ailleurs systématiquement sur les 5 présentations. C'est la photo du l'Energy Index sur la droite, c'est-à-dire, vous voyez en orange la manière dont on a noté l'entreprise, et en bleu la moyenne du secteur. Vous voyez qu'ils sont en avance sur la plupart des leviers par rapport à la moyenne du secteur. On a relevé deux actions particulières sur la rénovation du bâti et sur des lignes plus efficientes, et donc des optimisations techniques apportées. Ils ont économisé 27% de la facture en 3 ans, 27% de la facture sur les dernières années. C'est une amélioration significative. L'autre finaliste, c'est Moy Park. Alors Moy Park, il est finaliste 2 fois. Il était finaliste l'année dernière, il est de nouveau finaliste cette année. Donc ils persévèrent à la poursuite du prix. C'est une société un peu plus grande, puisqu'ils sont 524 personnes et ils font partie d'un groupe qui a des usines dans plusieurs pays. Ça reste une grosse PME internationale. Les résultats en termes d'économie sont plus faibles que ce qu'on voyait juste avant, puisqu'on parle de 5% de la facture. Mais vous voyez qu'ils agissent sur tous les leviers aussi, sur l'image de l'Energy Index qui est à l'écran. Et puis, on a relevé
2 points. D'abord, un travail sur la chasse aux fuites. C'est un exemple ultra classique, mais ce qui est intéressant chez eux, c'est qu'ils le font de manière systématique, régulière, donc ils ne laissent pas remonter les pertes d'air comprimé sur leur réseau. Et puis, ils ont agi aussi, et on voulait juste illustrer les différents moyens d'agir sur la performance énergétique, en travaillant sur leurs achats d'énergie. C'est aussi, on ne réduit pas les émissions de CO2, mais on réduit la facture énergétique. Voilà pour Moipar, qui consomme déjà beaucoup plus que le finaliste précédent, puisqu'ils sont à 3 millions, un peu plus de 3 millions d'euros de facture énergétique. Le suivant, c'est Blédina, donc Blédina du groupe Danone. Donc là, on est évidemment sur une usine de 460 personnes, mais sur un grand groupe international français, avec une facture énergétique de 2,7 millions. Donc on est aussi au-delà des factures énergétiques significatives. Et là, vous voyez que Blédina est aussi largement en avance sur la moyenne du secteur, sur tous les axes de progrès. Et ils sont quasiment à un processus d'amélioration continue à chacun des leviers. Blédina, comme d'ailleurs la compagnie française des grands vins, sont ISO 50001. Le petit logo n'apparaît pas, mais ils le sont. On a une économie de 11% sur les dernières années. Alors, à chaque fois, on prend que les dernières années, ce qui veut pas dire qu'ils n'aient pas fait plus si on remonte plus dans le temps. On a mis 3 actions en valeur. La revalorisation des déchets, donc de leurs propres déchets pour produire de la vapeur. Ils ont changé, et ça c'est assez innovant, de fluide frigoporteur, et ils sont allés sur un fluide frigoporteur à base de maïs extrêmement écologique, qui a en plus des performances énergétiques très intéressantes. Et puis ils ont changé aussi en termes de conception alternative les moyens le système de filtration dans leur process, et ils sont passés à un système par ultrafiltration beaucoup moins consommateur d'énergie. Voilà pour Blédina. Suivant, c'est Novial. Novial, 77 personnes dans la production, la fabrication d'aliments pour les animaux. Donc c'est une PME qui est aussi a une note moyenne sur le Linergy Index et qui est plus grande que la moyenne française, et avec des axes où ils ont fortement progressé. Et vous voyez que les axes sur lesquels ils sont très en avance, c'est les axes liés aux hommes et à l'organisation. Et c'est évidemment des axes qui nécessitent peu d'investissement et qui sont donc beaucoup plus à la portée des PME. Et c'est souvent d'ailleurs ceux sur lesquels les PME agissent en premier, aussi parce que je pense qu'il y a une mobilisation plus facile du personnel autour du projet d'entreprise, et qui fait qu'ils arrivent à avancer très vite sur ces axes-là. 7% de la facture économisée, et vous voyez que les actions qu'on a mis en valeur en parlant d'eux, c'est le club énergie interentreprise pour essayer de partager des connaissances entre différentes entreprises pour compenser le fait qu'il y a des ressources techniques limitées dans l'entreprise, et puis une forte mobilisation du personnel à tous les niveaux autour de l'énergie. Et dernier finaliste, Duc. Duc qui fait de l'abattage et de la découpe de poulet et de la transformation, enfin de volaille, donc c'est pas que du poulet, il va y avoir de la dinde aussi, j'imagine. Une facture de 2,3 millions, donc on est aussi sur une facture significative. 9% de la facture économisée, donc sur les dernières années, donc on est sur des économies qui commencent à être parlantes, puisque ça représente 200 000 euros par an. Là aussi, vous voyez qu'il y a des axes où ils ont beaucoup progressé et sur lesquels ils sont particulièrement avancés. On a mis en valeur 2 points. Le fait que l'eau chaude sanitaire soit quasiment totalement produite par de la récupération de chaleur sur le process, et à la fois et aussi sur les systèmes de production d'utilité. Et puis l'implication du personnel à travers la communication dont parlait tout à l'heure Stanislas Delaby dans la création d'une rubrique énergie. Évidemment, à chaque fois, on vous a juste sorti quelques exemples de choses qu'on voulait mettre en valeur, parce qu'elles étaient aussi représentatives de toute la palette de ce qui a été fait. Mais vous comprenez que pour être finaliste, il faut avoir agi un peu sur chacun des axes, et c'est ce que le jury recherche quand
on trie d'abord les candidats qu'on reçoit pour les mettre en finale, et quand on les présente au jury, le critère c'est quelle est la pérennité de la démarche, quelle est la structure de la démarche, est-ce qu'elle agit effectivement sur tous les axes, ou est-ce que c'est juste un épiphénomène avec une belle performance sur un point, mais pas une démarche structurée qui va durer et qui va être le rouleau compresseur dont nous parlait Stanislas Delablie tout à l'heure. Voilà pour les finalistes. Puisqu'on a fait maintenant le tour des finalistes, on va découvrir les gagnants. Alors, comme tous les ans, il y a 2 prix. On va commencer par le prix spécial du jury. Le prix spécial du jury qui récompense pas nécessairement le 2e meilleur acteur parmi les finalistes, mais celui que le jury a voulu récompenser pour son initiative, encourager dans sa démarche. Et je passe la parole à Patrice Robichon et à Stanislas Delablie pour remettre ce prix spécial du jury. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est déjà Stanislas, donc nous sommes heureux de remettre le prix spécial du jury à la société Novial. Novial. Bravo. Félicitations. Félicitations. Donc, ce qu'on tenait à dire par les membres du jury, c'est que le dossier nous avait vraiment intéressés, parce que même avec des moyens relativement limités, PME, taille modeste, on va dire, mais il y avait un engagement fort qui ressortait de l'ensemble du dossier et qui impliquait énormément de monde. Le personnel était très impliqué. Et puis l'ensemble des piliers, je ne sais pas si on les voit, enfin l'ensemble des piliers ont été abordés. Et je pense que c'est un des éléments qui nous a vraiment plu dans le dossier. Donc merci pour votre engagement, votre opiniâtreté et les résultats obtenus, même dans un contexte difficile et dans le cadre de votre entreprise qui est de taille limitée. Donc bravo encore. Merci beaucoup. Bravo. Je vais dire un petit mot. Alors effectivement, on est un peu l'exemple de gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui essayent de mettre en place effectivement toutes les opérations pour que ça se passe bien. C'est vrai qu'on a pris la démarche à l'inverse, c'est qu'on s'est dit il faut impérativement qu'on économise de l'énergie. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a directement fait le choix de l'ISO 50001, en disant comme ça on aura une méthode. Alors ça correspond un peu aussi à un acte de foi qui est lié à notre engagement sociétal depuis plusieurs années, où globalement on est très engagé dans de nombreuses démarches de certification ou de qualification en disant ces démarches-là elles sont structurantes. Et donc derrière, finalement, on va progresser avec. Donc on s'est encadré d'un certain nombre de gens qui avaient la connaissance, que ce soit l'ADEME ou Servicop, mais aussi ce qu'on appelle Tecaliment, le service énergie de Tecaliment, qui est un organisme technique de la profession. Et on s'est dit, on va rentrer dans un club énergie pour pouvoir profiter aussi de l'expérience des autres et d'avoir les bonnes idées directes tout de suite. En interne, on a créé ce qu'on appelle une team énergie, où on a rassemblé l'ensemble des forces de l'entreprise, de la direction générale au contrôle de gestion, en passant par le garage, la maintenance, la production, voilà, pour essayer effectivement d'avoir l'ensemble de l'entreprise. On a communiqué beaucoup au travers du journal interne. Et puis, l'élément fédérateur, ça a été un concours donc, que vous avez souligné, qui dit à un moment donné, il y a certainement des réponses qui sont dans l'entreprise. Et donc, on a sollicité les collaborateurs pour nous remonter les idées qu'ils avaient pour économiser de l'énergie. Il y a 150 idées qui sont remontées sur à peu près 70 collaborateurs. Et on a remis globalement des prix aussi. Hein. Alors, c'était des choses un petit peu dans le ton. Hein. On a fait un week-end dans les arbres, on a fait des arbres, des maisons à insectes, des choses un petit peu dans l'esprit. Et on a eu des choses qui ont été directement rentabilisées sans investissement, puisque les salariés en général ont la moitié de la réponse à la question qu'on se pose. Donc c'est la solution qu'on a trouvée. Et en plus, je pense que dans les entreprises, le développement durable, les économies d'énergie, ça correspond à quelque chose qu'on fait chez soi. Et donc c'est plus facile finalement de mettre les collaborateurs dans cette démarche-là que éventuellement d'autres démarches de certification où ils ne perçoivent pas bien les enjeux, notamment en qualité parfois. Autant sur l'énergie, ça les concerne. Voilà.
Ah, bravo encore. Je pense qu'on a d'ailleurs, j'ai pas fait attention, mais je crois qu'on a quelques slides de présentation de la démarche voilà. Exactement. Peut-être que vous voulez rajouter quelques points là-dessus. Vous pouvez remonter. Nous, je voulais mettre en valeur, c'était le fait que vous étiez inscrit dans la durée. C'est-à-dire que ça fait déjà depuis 2014. Alors 2014, c'est pas très long, mais on voit que vous avez fait beaucoup de choses depuis 2014. En fait, c'est ça. C'est la décision de basculer dans un mode de responsabilité sociétale, c'est 2014. Le premier acte qu'on a posé, c'est l'Origine France Garantie. Puisqu'en fait, on est Origine France Garantie pour les produits d'entreprise depuis 2014. Et la deuxième étape, ça a été l'ISO 50001. Et l'idée, c'est vraiment d'être très proactif pour aller vite, parce que si on va vite, on emmène les gens. Si on prend trop de temps, on se perd en route. Et dans nos métiers, les gens, si on les perd, on ne retourne pas les chercher. Donc, il y a un autre slide, alors, je pense, qui explique aussi ce que vous avez fait. Voilà, c'est ce que évoquait Stanislas Delablie, c'est que vous avez agi sur tous les leviers. On a agi sur tous les leviers. Principalement au départ sur l'éco-conduite des installations et sur le remplacement d'un certain nombre d'outils qui étaient consommateurs d'énergie. Hein. L'année prochaine, on va être très très bon sur la stratégie d'achat et d'approvisionnement de l'énergie. Parce que là, c'est pareil, on est rentré dans un groupement d'achat et on a baissé de 30% notre facture énergétique là, en l'espace d'un an. Donc l'année prochaine, on va revenir, mais sur l'aspect numéro 8. Vous combattrez pour le premier prix l'année prochaine. Un autre slide, c'était sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'était sur l'implication à la fois de vos équipes et la recherche d'appui extérieur avec Tech Aliment dont vous venez de parler. Et puis, il y a un dernier slide qui était le fameux jeu dont vous nous avez parlé. Alors, pour information et pour abonder dans votre sens, le premier prix, c'est un collaborateur qui est venu nous dire pourquoi on fait comme ça. Ça fait 10 ans qu'on fait comme ça et je suis sûr que ça consomme. Et en fait, on a écouté ce qu'il a dit, on a changé le système et on a gagné 10 000 €. Voilà. Merci et bravo. Alors avant de passer au premier prix, juste quelques informations sur le jury, parce que je ne vous ai pas expliqué comment les gagnants étaient choisis. Donc le président du jury, c'est Thierry Gaillard. Donc Thierry Gaillard qui est le président d'Orangina Schweppes France et qui est vice-président de l'ANIA et qui préside la commission développement durable de l'ANIA. Thierry Gaillard devait être là aujourd'hui, mais finalement il est retenu jusqu'à 14 h à l'Assemblée Générale de l'ANIA, donc on l'a fait sans lui. Thierry Gaillard, donc président jury de plusieurs personnes, qui est composé de Patrice Robichon, que vous avez vu tout à l'heure, et de Gabriel Kraft, que vous avez vu aussi tout à l'heure. Il y a aussi dans ce jury Nicolas Trintoso, qui nous a accueillis à l'instant. Membre du jury aussi, c'est Maroun Nemer, qui est le directeur du Centre de recherche des mines de Paris sur l'efficacité énergétique, qui est le centre de recherche en France le plus avancé sur l'efficacité énergétique des sites industriels. Il y a Nathalie Croiset, qui est une journaliste qui animait l'émission sur BFM sur le développement durable et qui maintenant vient de changer de rôle, mais qui continue à travailler comme journaliste dans le développement durable. Et puis, je pense que je suis le dernier membre du jury. Et évidemment, tous les ans, il y a le gagnant de l'année précédente. Donc cette année, en guest star, c'était Stanislas Delablie. L'année précédente, c'était François Laetissier, qui était le directeur R&D de Bonduel, qui représentait le groupe Bonduel, qui avait gagné l'année auparavant. Et cette année, eh bien, le gagnant sera donc invité à participer au jury de l'année prochaine. Voilà pour le jury. Et donc maintenant, je vais appeler à la fois Marc Roquette et Serge Lermite pour remettre le premier prix aux gagnants de l'année 2016. Eh bien, le premier prix est remis à Blédina. Merci, bravo à vous. Et puis tenez, le diplôme. Je vais vous dire un mot. Et puis... Oui, je crois qu'on est très heureux de féliciter le gagnant. Je voulais simplement souligner les critères qui avaient sensibilisé le jury. Donc une démarche menée sur l'ensemble des leviers d'amélioration,
une volonté d'investir durablement dans les équipements techniques, un effort particulier mené sur la conception alternative des procédés, l'implication du management à tous les niveaux, groupe, équipe technique et équipe de process, et une stratégie ambitieuse d'approvisionnement en énergie avec la revalorisation des déchets. Voilà, je crois que c'était les critères qui ont fortement sensibilisé le jury. Félicitations. Très bien, donc je représente l'usine de Brive, Blédina Brive. Alors notre usine, c'est une usine qui fabrique des petits pots, des assiettes, des bols. Et à Blédina, tout part d'une conviction. On a vu tout à l'heure qu'il est important de penser loin. Et ça part de la conviction que la santé d'un bébé, elle dépend bien sûr d'une alimentation saine et d'une alimentation adaptée. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'elle dépend d'une planète en bonne santé également. De ce fait, on est aujourd'hui dans une démarche de diminution de nos impacts sur l'environnement. Et l'usine de Blédina, elle s'y est engagée en se fixant un objectif, il y a 3 ans, un objectif très ambitieux. On s'est dit, voilà, à Blédina, on va diminuer de 5% nos consommations d'électricité, de vapeur, de 5% nos consommations d'eau, et on va faire ça tous les ans. On va renouveler ça tous les ans, et on ne va jamais s'arrêter. Donc on est parti sur cette démarche qu'on a partagée avec les salariés, sur ces objectifs ambitieux, et on a commencé, comme tout le monde, à cartographier. Alors on avait bénéficié d'audits, et c'est vrai que l'essentiel, ça ne sert à rien de multiplier les audits, il y a un moment, il faut rentrer dans l'action. Donc on est entré dans l'action, et l'ensemble des salariés, on a réalisé, j'ai compté avant de venir, depuis 3 ans, donc on l'a fait ensemble avec Charles, donc j'ai compté qu'on avait réalisé 136 actions. Voilà, donc les plus petites, c'est très simple, n'ont pas nécessité d'investissement. Parfois, il suffisait de baisser une pression sur un réseau, par exemple, un réseau vapeur. D'autres ont nécessité plus d'investissement. Mais l'essentiel, voilà, c'est de pouvoir engager l'ensemble du personnel. Une démarche comme celle-ci, elle nécessite la participation des 460 salariés de notre usine. Et vraiment, leur participation, elle commence avec le respect, bien sûr, des consignes. Et puis, elle passe ensuite par la réactivité lorsqu'il y a des écarts, les faire remonter, réagir. Et puis, la participation au groupe de travail. Voilà, donc on est très heureux de gagner ce prix. Aujourd'hui, on est déjà en train de penser à l'avenir. Voilà, donc 2-3 petits exemples de ce qu'on est en train de faire en ce moment. La première chose, c'est qu'on réfléchit actuellement, tout le monde parle de big data, hein, parce qu'on parle de big data, qu'est-ce que c'est que le big data? En fait, on va connecter l'ensemble de tous nos compteurs usines. Alors, tu me disais, Charles, tout à l'heure qu'il y en avait à peu près 350 compteurs. On va connecter 350 compteurs de l'usine à une base de données. On va y connecter également toutes les données de production, etc. Et puis ensuite, on va avoir des algorithmes qui vont tourner, qui vont pouvoir nous montrer que voilà, donc il y a des pistes d'amélioration. Et donc c'est une chose qu'on va développer avec une entreprise, une start-up qui s'est lancée là-dedans. Donc je suis vraiment enthousiasmé par ce que ça peut donner. Un autre exemple, on travaille actuellement sur les champs solaires. On va voir si on ne peut pas aussi mettre des champs solaires sur le site. Voilà, et puis aussi sur la méthanisation. On a vu tout à l'heure, hein, donc on brûlait aujourd'hui nos déchets pour produire de la vapeur. On voudrait aller plus loin également avec la méthanisation. Donc ça, ce sont les futures étapes. Encore une fois, donc je vous remercie. Et puis c'est vraiment intéressant de voir qu'en effet, on est tous animés par la même passion et la même volonté de réduire nos consommations parce qu'on veut une planète en meilleure santé. Voilà.
Merci, bravo. Il y a peut-être quelques slides aussi sur Blédina qui restait à commenter. J'ai vu le premier slide s'afficher, mais il me semble qu'il y en avait d'autres. Il y a peut-être d'autres choses qu'on voulait mettre en valeur. Donc ça, c'est ce que vous disiez, où on voyait que vous étiez avec un progrès régulier. La ISO 50001, une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais que j'ai évoqué, c'est que 4 des 5 finalistes sont ISO 50001. Donc on voit bien que ceux qui sont matures cherchent aussi à ancrer ces processus d'amélioration continue à travers l'ISO. Et vous avez évoqué la baisse de la vapeur, la baisse de la pression sur le réseau vapeur. On a parlé de la revalorisation des déchets. J'avais évoqué tout à l'heure le changement de process sur l'eau stérile. Je pense qu'il y avait peut-être d'autres points. Alors oui, alors donc là c'est en effet conception alternative. Là on est sur deux de nos lignes qui sont des lignes aseptiques. Donc aseptique, d'ailleurs Blédina avait lancé il y a une vingtaine d'années les premières lignes aseptiques et c'est devenu vraiment un vrai savoir-faire. Donc c'est une fierté que de maîtriser cette technologie de l'aseptique. Et puis sont venus le brainstorming pour essayer de réduire notre consommation. On avait dit mais tiens bien, on a sur cette ligne aseptique une boucle vapeur est-ce qu'on ne peut pas, cette boucle vapeur qui tourne en continu, est-ce qu'on ne peut pas la remplacer et avoir une eau stérile uniquement qui est basée sur le besoin au moment dans le process de production. Alors tout de suite, forcément qu'il y a des freins, parce que ça fait 15 ans qu'on fait ça, c'est vraiment notre savoir-faire, notre technologie, et c'est là que vraiment il est intéressant de se challenger. Il y a peut-être une petite prise de risque, bien sûr qu'on cherche à minimiser, se challenger pour pouvoir trouver des solutions, ce que nous, dans notre jargon, on appelle des solutions breakthrough, des solutions innovantes, et puis remettre en cause parfois des choses qui fonctionnent et qui sont au cœur de notre métier, mais on est capable d'aller beaucoup plus loin, c'est ce qu'on a fait sur cet exemple. En fait, on a voulu vous faire voir cet exemple parce qu'il démystifie plusieurs points. D'abord, est-ce que transformer un process ou approcher différemment son process, ça coûte cher et avec des temps de retour très longs? Vous voyez que vous avez vu sur le slide qui a disparu maintenant que le temps de retour était inférieur à 2 ans. Et ça nous paraissait important de vous faire voir qu'on peut faire des choses avec des investissements techniques et des temps de retour courts, même quand on est au cœur du process. La deuxième chose, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est qu'on voulait aussi faire voir qu'il y a évidemment de la résistance au changement. Vous avez évoqué une phrase qu'on entend souvent quand les équipes d'Okavango Énergie travaillent dans les usines, c'est « on a toujours fait comme ça et ça marche bien et c'est notre spécialité ou c'est ce qui nous permet de sécuriser nos produits, donc pourquoi on va y toucher ?» Et là, l'influence du sponsoring de la direction est fondamentale, c'est-à-dire qu'il faut que le patron dise « on va quand même se poser la question, les gars ». Et du coup, les esprits s'ouvrent et après la créativité apparaît. Et puis, évidemment, ce qu'on voulait aussi mettre en valeur, c'est qu'il reste des innovations à faire et qui ne sont pas nécessairement des innovations qui vont révolutionner les usines de demain, mais qui nécessitent quand même de se reposer des questions sur son process et de trouver d'autres manières de faire. Donc bravo et félicitations pour ce premier prix. Merci. Et donc on compte sur vous l'année prochaine dans le jury. Voilà, donc on termine avec ce premier prix, la remise des trophées 2016. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse quelques photos de famille. On aimerait d'abord avoir les 5 finalistes sur le plateau, avec aussi les membres du jury qui sont là, Serge Dermite et Marc Roquette pour la photo de tous les finalistes. Et puis après, on prendra une photo simplement du premier prix et une photo du prix spécial du jury isolé. Mais d'abord, rassemblons toute la famille des finalistes ensemble. Je ne sais pas si on va arriver à le faire. Guillaume, toi qui es le photographe, ça va bien ici? Tu veux qu'on déplace ça? Ça te dérange?
Mais merci à tous et puis donc à l'année prochaine et donc n'hésitez pas à vous représenter pour ceux qui n'ont pas gagné. Vous voyez que Moy Park s'est présenté 2 fois, il n'a pas gagné, mais sachez que l'année dernière, la Berry était prix spécial du jury après s'être présenté une première fois l'année précédente sans gagner. Donc il ne faut pas hésiter. Et puis alors, ceux qui ne peuvent pas se représenter, c'est ceux qui ont gagné cette année. Et vous pouvez aussi inciter les usines que vous connaissez ou les patrons que vous connaissez à se présenter. Plus il y aura des candidats et meilleurs seront les gagnants. À bientôt. Merci.